Premièrement, le rôle des adultes, c'est de préparer l'avenir pour les jeunes générations. Autrement, ce ne sont plus des adultes. D'accord? C'est pour ça que le proverbe africain dit que pour connaître le niveau de responsabilité des adultes, eh ben, il faut aller sur Facebook pour voir ce que les jeunes font. On se comprend. Bon. La deuxième chose, donc parce que, vous savez, c'est ça qui permet de savoir quelle est la valeur de ce qui est transmis, c'est le comportement des jeunes. La deuxième chose, c'est que l'univers est le fruit d'un conflit. Il y a le conflit partout dans l'univers. Vous voyez, un moment il fait beau temps, après les nuages gris arrivent, il se met à pleuvoir, il y a du vent, le conflit est partout. Vous voyez? Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nous sommes issus d'empires africains où nous avions des guerriers, nous avions de la chevalerie, des fantassins, nous avions intégré justement cette dimension-là de l'existence humaine. Et il y a eu des lois qui ont fait qu'on nous a enlevé le maillolé, on nous a enlevé le ladja, enfin on a enlevé cette partie combative de notre essence culturelle. Et finalement, le résultat, c'est qu'on veut se définir par rapport à l'autre. Et dans ce combat de la définition par rapport à l'autre, l'autre sait que l'enjeu de la domination, c'est de ne pas reconnaître son adversaire pour la valeur de ce qu'il est en réalité. Donc, ça veut dire que quoi, mes très chers? Nous prenons le temps de faire cet hommage aux combattants de la liberté du passé sur le continent africain, mais aussi on doit lancer les perspectives pour l'avenir. Et je vous propose de commencer avec la problématique du point de vue africain. Vous savez, moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser véritablement, sérieusement à ce problème, j'ai eu l'opportunité de faire des conférences devant des publics exclusivement européens qui étaient relativement hostiles, et je suis gentil. Et la chose qui se passe, c'est qu'il faut manifester, ce n'est pas simplement le désir, mais l'exigence de faire la rupture épistémologique. C'est-à-dire dire qu'il y a un point de vue africain dans la totalité du tout. C'est-à-dire en matière d'économie, il y a un point de vue africain. En matière d'alimentation, il y a un point de vue africain. En matière de culture, en matière d'art, en matière de mode, il y a un point de vue africain. Et c'est parce que nous laissons ce point de vue africain se faire agresser dans notre intériorité par le point de vue européen que nous restons finalement à tourner dans une espèce de zone d'ombre dans notre tête au lieu de comprendre que chacun a son moi interne, l'Européen a le sien, le Chinois a le sien, l'Indien a le sien, moi j'ai le mien en tant qu'Africain. Mais le dominateur est extrêmement malin, c'est qu'il a créé un conflit entre ce que je suis intimement, c'est-à-dire un Africain, et ce que je ne sais pas que je suis, que lui-même ne veut pas me dire clairement. Donc, la chose c'est que le grand principe qui est visé aujourd'hui, c'est de dire finalement aux Africains, écoutez, tout ça c'est pas grave, on va essayer de vous intégrer dans la mondialisation, quitte à ce que vous soyez des cabinets toilettes. Comme disait Juliette Esmeralda, moi j'ai eu l'occasion de voir qu'il y a des Noirs qui se plaisent très bien d'être les cabinets toilettes, en vous disant que si c'est du marbre qu'il y a au sol et puis le papier avec lequel on s'essuie c'est de la soie, mais il n'y a aucun problème. S'il y a une musique d'ambiance et une petite, je vais vous dire une chose. Sur la plantation, il y avait les Noirs qui coupaient de la canne, il y avait les Noirs qui étaient dans la maison du maître. Vous voyez? Donc il faut accepter qu'aujourd'hui, il y a toujours des Noirs qui veulent rester dans la maison du maître. Seulement ceux qui coupaient la canne, ils ont dit une chose qui est importante, c'est ça suffit. Vous comprenez ça? Mais le problème du ça suffit, c'est que la maison du maître représente un modèle encore pour vous. Mais on va où là? On ne peut pas dire ça suffit et considérer la maison du maître comme un patrimoine guadeloupéen. Attendez, c'est des vestiges de criminels qui ont commis des crimes, reconnus crimes contre l'humanité. Vous appelez ça un patrimoine? Ah bon? Excusez-moi. Voilà. Moi je dis que... Non, parce que vous savez que bientôt on va faire des touristes visités, on va prendre des associations pour faire des spectacles en temps longtemps, et on va faire fresque murale autant on emporte le vent et remake et on gagne de l'argent. Puisque manifestement, je dirais, il n'y a plus de dignité, il n'y a plus d'orgueil. Non, il faut faire preuve de dignité. Et je vais vous dire une chose, moi, ce que je dis toujours aux Européens. Je dis aux Européens,
il ne faut pas être gentil avec nous. Parce que nous, on est tellement gentils qu'on a besoin d'un entraîneur pour nous entraîner à la méchanceté. Et je les remercie d'être particulièrement méchants, teigneux, racistes et tout ce qu'ils veulent être. Il n'y a aucun problème. Parce que le problème ne vient pas du blanc, le problème vient de nous. Et je crois qu'on a besoin de quelqu'un pour nous entraîner à la méchanceté. Parce que nous sommes trop gentils. Et c'est ça que je pense qu'il faut se le dire clairement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lorsque l'adversaire se coalise pour pouvoir rentrer chez vous en infraction, vous voyez une chose? Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que lorsque je vais chez vous et j'ouvre votre réfrigérateur, je vois plus de choses qui viennent de l'adversaire que de moi. Et je tiens quand même à dire que ce midi, j'ai été manger, mais je n'ai rien bu, parce que je refuse catégoriquement, quand je parle de culture, de boire du Coca-Cola, du Fanta, ou je ne sais pas quelle bêtise encore. Parce qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut faire des pétitions de principe. Vous voyez, je l'ai dit. Nous savons faire des jus. Le Créateur nous a donné une somme interminable de fruits. Si nous faisons une réunion culturelle pour parler de nous, je ne veux pas de thé Lipton. On a du thé chez nous, on a des tisanes locales, on a tout ce qu'il faut. Je vais vous dire une chose. Il y a 3 matchs de football qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. C'est le match de l'histoire. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la rupture épistémologique. Yovoda, c'est un mot que la communauté civile a décidé d'utiliser lorsqu'il s'agit de parler du crime que les Noirs ont subi. Yovo, ça désigne les nations occidentales, les nations européennes, et Da, c'est la cruauté de ces nations occidentales envers nous. Parce que lorsqu'on parle qu'on a eu des intellectuels qui ont intellectualisé, je suis d'accord. Mais la chose que Aimé Césaire aurait dû commencer à faire, c'est désigner un mot pour dire voilà le mot par lequel nous allons désigner notre souffrance, au lieu de prendre le petit Robert et de faire une liste du Hall of Fame des noms. Parce qu'on se devrait d'avoir un vocabulaire du crime. Il y a des responsabilités que nous avons. Moi, je refuse, quand je parle de ça, d'utiliser les mots de l'autre. Parce que les mots de l'autre sont piégés. Colonisation, ça veut dire mettre en valeur. Attention. Donc, la chose qui se passe, c'est que, oui, il y a eu crime contre l'humanité. Mais l'Occident, quand il faut assumer le crime, commence à vous inventer des théories de traite interne africaine, de one-nègre, vendeur de nègre, enfin des histoires à dormir debout, sur lesquelles on vient créer une chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire que la victime et le bourreau ont la même version du crime. Et vous allez demander après réparation en ayant la même version que le bourreau. Vous ne connaissez pas les Blancs? Le Blanc va te dire les nègres vendaient les nègres, et toi tu vas dire oui, c'est vrai, les nègres vendaient. Il va te dire, mais va demander les dommages à celui qui te vendait. Parce que le gars n'est pas con. Ça veut dire que quoi? Il faut arrêter d'être con. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Parce que vous discutez avec quelqu'un qui est chinois occidental, chinois ou vietnamien ou cambodgien, et cette personne découvre que vous avez le même point de vue que votre bourreau. Et vous, quelle crédibilité vous voulez avoir devant cette personne? Non, c'est-à-dire qu'il y a un jeu pervers. Vous voyez, même comme Madame Brunel, elle a dit ça dans la presse, nous sommes allés à Montpellier régler des comptes en direct, pas en différé, en direct. Parce qu'il faut régler des comptes, vous voyez? Et quel est le but du jeu? Parce qu'il faut connaître le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'arriver à convaincre les Noirs qui sont à la fois les victimes, mais en même temps leurs propres bourreaux. Et ça marche. Ça marche puissamment. Vous voyez? On entend ça sur les radios, oui, machin, toujours. Vous voyez? Ça marche parce que, c'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est que vous avez un adversaire qui bluffe. Il fait du bluff. Et quand il commence à bluffer, il te dit, nous allons entendre parler, monsieur machin, maître de conférence, diplômé de ci, en fait, tout diplôme avec un monté mode. Mais, c'est un farceur, c'est Bozo le clown. Et tout ce que va dire Bozo le clown relève de l'escroquerie intellectuelle. Mais encore faut-il le savoir. Regardez ce Stephen Hahn, qui dit dans Le Monde que le commerce des grillés est devenu un sujet explosif sur lequel la désinformation n'est même pas un public instruit. Mais qui organise la désinformation? C'est eux-mêmes qui organisent la désinformation.
puisque nous-mêmes, on n'a même pas encore eu l'opportunité de parler sur les grands médias nationaux. Et on vient nous dire qu'il y a des informations. Donc, quel est le but de cette désinformation? Et elle est orientée vers qui, cette désinformation? Alors, voilà qu'on m'a demandé de participer à un face-à-face avec Jean-Michel Deveau, après une émission qu'on avait fait à l'Union européenne. Et M. Deveau, qui soutient la traite interne africaine, et moi qui lui dis qu'il faut quand même arrêter de raconter des histoires à dormir debout. Sauf que M. Deveau a écrit un livre qui a été reconnu, donc soutenu par l'UNESCO, dans lequel j'anime un certain nombre de commissions. Et voilà qu'à la télévision, M. Deveau dit le contraire de ce qu'il a écrit dans son livre. Je suis obligé de lui demander, mais M. Deveau, c'est bien vous qui avez écrit le livre, que vous avez demandé à l'UNESCO de soutenir, parce que vous êtes en train de soutenir une version qui n'est pas écrite dans votre livre. Donc moi, ce que je vais faire, je vais sortir le livre et je vais commencer à lire les pages. Parce qu'on va se demander, qu'est-ce que vous fumez quand vous écrivez? Donc, voilà maintenant les enjeux des choses. Voilà qu'on vous montre, par exemple, des scènes extraordinaires, et qui sont des scènes qui sont toujours montrées, et ce sont des scènes sur lesquelles, par exemple, M. Anne ou M. Pétré-Grenouillot viennent vous dire que, eh oui, l'acheminement des esclaves de l'intérieur du continent jusqu'à la côte était assuré à 100% par les Africains, absolument pas par les Occidentaux. Et on vous montre ça, et tout le monde marche comme un seul homme, voyez, parce que vous avez quelqu'un qui vient faire une espèce de présentation totalement Gérard Majax, qui vous sort de son chapeau des trucs que personne n'a jamais vus. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est atomiser tout ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous cherchez les sources de cette image, parce que les images qu'on vous montre, ce sont des familles nantaises bordelaises qui payaient des dessinateurs pour faire des dessins, et ces gens d'affaires ne quittaient même pas Nantes. Ils font un dessin à Nantes même, et le dessin est payé et donné à la famille nantaise. Maintenant, quand il faut venir nous dire quelle est la source du dessin, comme par hasard, c'est abracadabra et je t'embrouille. Vous prenez l'illustration qui a été, cette illustration publiée par Anthony Troubles dans Transatlantic Story, il n'y a aucune mention de son origine. Vous prenez un ouvrage qui a été fait par James Walving sur la vie de Leida Ekiano, qui était un Africain donc qui avait été mis en esclavage. Il dit que c'est Vernet Lovett Cameron qui est en fait l'auteur qui aurait publié cette image-là en 1873 dans un ouvrage Voyage en Afrique centrale. Le problème, c'est que Vernet n'a jamais écrit ce livre-là. Bon, Black Volving l'utilise encore à Londres en 1992 sans indiquer ses sources. Vous voyez? Et les publications françaises reprennent tout ça, toujours sans indiquer les sources. Et on vous montre deux noirs en train de ramener des Européens à abracadabra, et vous pensez que ce qu'on vous a montré, c'est la réalité. Eh bien, vous allez tomber des nues. Regardez une chose qui dépasse l'entendement. Et c'est ça, le maire de Soissons m'a invité devant le CNRS et l'Institut des hautes études. Et je leur ai expliqué comment ils font du faux usage de faux. Regardez une chose qui dépasse l'entendement. Vous avez une femme qui porte un enfant sur les fesses. Vous savez qu'en Afrique, aucune femme n'a jamais porté des enfants sur les fesses? Ça n'existe pas. Il faut que la tête de l'enfant soit entre les deux omoplates. Vous voyez l'affaire? Donc cette image-là est fausse. Ça veut dire que le gars a dessiné une scène qu'il n'a jamais vue. Bon, donc vous voyez déjà à quel jeu on joue. Mais vous ne prenez pas le temps d'examiner une image. Parce que le gars, c'est un farceur. Donc il faut savoir à qui on a affaire. Bon, regardez cette image-là qui dépasse l'entendement. Nous sommes en train... Donc, ici, c'est une situation où des gens sont ramenés vers les côtes. Et qu'est-ce que vous constatez? Toujours, la femme, elle a un broching. Ça vous saute pas aux yeux, cette affaire-là? Hein? C'est L'Oréal parce que je le vaux bien déjà à cette époque-là. Vous voyez pas que les gens sont des farceurs. Et regardez à quel niveau les enfants sont, mais sur les fesses. Or, je vous ai dit que les gens ne portent pas les enfants comme ça. Donc, quel est le constat de cette image? Elle est fausse. Mais sauf que, on la met devant les enfants à l'école, on la met devant les enfants à l'université, personne ne voit que l'image est une escroquerie intellectuelle caractérisée. Et quand monsieur le maire de Soissons me demande, mais monsieur Motoudé, qui s'est mis à faire ça? J'ai dit, mais les gens que vous avez invités, monsieur le maire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas fait de photo finale, ils n'ont pas apprécié. Donc, je prends encore ce cas. Vous les enseignants de la Guadeloupe qui racontez n'importe quoi à nos enfants, vous êtes des fous. Et il faut vous faire recycler le cerveau. Moi, je suis à votre disposition. Bon.
Non, je suis à votre disposition. Je tiens à dire que j'ai fait une réunion privée avec des enseignants de la Guadeloupe sur l'histoire. J'ai entendu des inepties qui dépassent la stratosphère. Mais je tiens à dire une chose. Je ne suis pas choqué quant au fond parce que c'est normal. Mais sauf que je dis que, vu que les enseignants sont en contact avec les enfants, il faut quand même savoir un minimum de choses avant d'aller raconter des histoires de mur debout aux enfants. Parce qu'on atrophie la conscience de l'enfant. Vous voyez? On atrophie la conscience de l'enfant. Au lieu de lui permettre d'avoir cette lumière à l'intérieur de lui, on cherche à l'éteindre. Et quand elle est éteinte, on lui dit va au Canada chercher une formation pour pouvoir y rester. Voilà une illustration, la traite des nègres qui est issue, voyez-vous, d'un manuel scolaire destiné aux enseignants de la Guadeloupe. Voyez? Donc, voilà ce manuel scolaire. Vous voyez l'affaire? Et on vous dit que c'est comme ça que se passaient les razzias en Afrique pour montrer comment les nègres, en fait, s'organisaient pour raser des nègres, pour les mettre à fond de cale de bateau, des bateaux des négriers européens. D'accord? Bon. Maintenant, regardez cette même image qui est la même image. Vous savez ce que c'est que ça? J'ai montré ça à des vieux. Ce sont tout simplement, c'est le recrutement des tirailleurs sénégalais lors des guerres françaises. Vous savez pourquoi? Le bonnet qu'ils portent sur la tête. Vous voyez l'affaire? Et vous avez vu que dans le manuel scolaire des enseignants guadeloupéens, on leur a mis la traite des nègres en Afrique. Hein, alors que l'illustration n'a rien à voir avec la traite des nègres. Alors, ce qui veut dire que vous me parlez de votre jugement intime, mais vous n'avez pas de jugement intime. Sur la base de quel document vous avez émis votre jugement intime? Sur la base de ces cochonneries-là, ça? Et vous venez me parler de votre jugement intime? Écoutez, pour avoir un jugement intime, il faut disposer des bons documents. Il faut disposer de la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être capable de démontrer sa vérité à la face du monde. Vous voyez une chose? Parce qu'il y a une chose que j'accorde toujours à l'Européen de dire tout ce qu'il veut sur les nègres. Il n'y a aucun problème. Mais nous, on l'attend sur le terrain de la démonstration scientifique. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur le terrain de la démonstration scientifique, vous voyez? Parce que même quand les gens parlent de religion, de Jésus, de tout ça, les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Comme cette discussion que j'ai eue avec cette dame qui vient me parler, il y a un combat entre le bien et le mal. Je dis, mais madame, vous savez qu'en Afrique, on vous dit que s'il n'y a pas le mal, le bien n'existe pas. Parce que sans le mal, qu'est-ce qui permet de situer le bien? Le bien a besoin du mal pour exister. Parce que c'est le mal qui permet au bien de se révéler. Sans le mal, le bien n'a aucune valeur. Mamlaka dit, moi oui, mais vous me rendez folle. Non, c'est la vérité, madame. Vous voyez ça? Eh bien, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour permettre au peuple guadeloupéen de se révéler à lui-même, il lui faut un adversaire. Mais pas n'importe lequel, on ne veut pas les petits trucs de catégorie, non, on veut Golgoth. C'est-à-dire celui qui dit qu'il est la race supérieure, qui se prend pour Batman et Superman. Vous voyez? Celui qui dit le monde m'appartient. Et que ce soir, quand tu vas aller manger, tu vas manger mes pâtes alimentaires avec mon coca. Vous comprenez l'affaire? C'est de cet adversaire-là, ça, dont on avait besoin dans ce pays. Maintenant, ça veut dire que moi, je suis né dans un conflit, je ne savais pas qu'il y avait conflit. J'ai découvert le conflit quand je suis allé faire les études à Paris. Moi, qu'est-ce que je savais qu'il y avait conflit? Mais il y a quand même une chose que je dis. Je suis un guerrier mandingue. Vous comprenez ce que ça veut dire, un guerrier mandingue? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Mais on ne va pas se battre sur le terrain de l'adversaire. On va se battre sur notre terrain à nous. Et vous savez quel est le tendon d'Achille de l'Occident? Votre porte-monnaie. Au lieu d'aller courir à 4 heures du matin dans un centre commercial et de faire la queue le long des autoroutes, aller acheter des cochonneries cancérigènes, vous savez que quand Dieu a réparti les richesses de la planète, il a mis 80% des richesses de la planète dans le sud. C'est-à-dire tout ce qui a de la valeur sur cette planète se trouve dans le sud. Et l'Afrique est le coffre-fort de la planète, qui contient toutes les richesses mondiales, toutes les espèces animales. Et que même Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il pouvait le créer à Taïwan, il pouvait le créer au pôle Nord, il pouvait le créer à Paris ou à Londres. Il a dit non, non, va aller des grands lacs, là où mon fils, mon premier fils, ma première fille, sera aussi noir que le micro,
black man, voilà ce que nous sommes, et fiers de l'être. Vous comprenez ça? C'est ça le problème de fond. Nous sommes nés dans un conflit, on dit au Créateur, mais tu nous as envoyé mettre de l'ordre là où il y avait du désordre. Tu as bien fait, parce que maman ne nous envoie pas faire la vaisselle quand elle est déjà faite. Maman nous envoie faire la vaisselle quand elle n'est pas faite. Celui qui est là-haut nous a envoyé faire la vaisselle dans ce pays. Donc moi je vais vous demander une chose. Tout ce qui représente l'autre sur le mur de chez vous, foutez ça à la poubelle. Vous allez voir que tous vos murs seront vides. Tout ce qui représente l'autre dans votre frigidaire, foutez ça à la poubelle. Vous allez voir où votre argent passe. Au lieu de renforcer notre économie locale, vous êtes toujours en train de marquer des buts contre nous. Donc il faut être quand même un peu sérieux. On ne peut pas dire que l'autre nous embête et quand on ouvre son réfrigérateur, quand on rentre chez soi, on ne voit que l'autre. Vous comprenez une chose, ce que je vais vous dire là? Parce que moi je vais vous dire une chose. Si l'autre vient me dire que Jésus détient la clé pour emmener les gens au paradis, c'est que Jésus est fou. Jésus même est cinglé. Parce que pour marcher avec ces gens-là, ça, mais on va où là? On va où là? Vous voyez ce que je veux dire par là? Nous avons inventé en Afrique le papier, papyrus. Ce que les Grecs ont dit, Medunetcher, hiéroglyphe, ça s'appelait Medunetcher. Medunetcher, c'est les paroles de Dieu. Nous avons été les premiers à parler de Dieu sur la surface de cette planète. Jésus-Christ n'a pas... Quand on parle de toutes ces entités, comme même Mahomet, tous ces gens, Moïse a été formé dans un temple en Égypte, c'est pas dans un temple en Inde ou un temple à Taïwan ou en Alaska. Il faut quand même comprendre les choses, vous voyez? Donc, ce qui veut dire que nous vivons l'heure de l'esbrouf. Et il faut comprendre que c'est l'esbrouf à tous les niveaux. Si je prends rapidement une autre esbrouf, regardez une chose. Savez-vous que c'est un juif qui a fait le Zyklon B, qui est le gaz qu'on a utilisé pour gazer les juifs dans les plantations? Deuxième chose, s'il vous plaît, deuxième chose, il y avait 150 000 soldats juifs dans l'armée d'Hitler, dans le Troisième Reich. Parce qu'il y avait plus de 500 000 juifs qui vivaient en Allemagne, à l'époque où Hitler est monté, et pour pouvoir montrer à Hitler qu'ils étaient plus allemands que les Allemands, ils se sont engagés dans le Troisième Reich aux côtés d'Hitler. Et il y a un magazine History Today qui a consacré un dossier sur ces soldats, et il y a un livre qui s'appelle « Les soldats juifs d'Hitler ». Est-ce que vous avez jamais entendu un historien français venir dire que des juifs ont vendu des juifs ou des histoires comme ça? Jamais. Vous savez qu'au niveau de l'Amérique, ce sont des Indiens, des groupes d'Indiens qui ont servi d'éclaireurs aux Européens pour aller chercher Géronimo à l'intérieur des terres. Est-ce qu'on n'a jamais dit que des Indiens ont vendu des Indiens ou des rois indiens ont vendu? On dit le génocide des Indiens d'Amérique. Donc pourquoi vous voulez que tout le monde a un fonctionnement et nous, on a un fonctionnement qui n'est pas celui de tout le monde? Mais laissez les gens raconter leurs bêtises. Nous, on les attend sur le terrain de la démonstration. Laissez les gens raconter leurs bêtises, voyez? Maintenant, si on prend le problème d'Haïti, regardez le problème d'Haïti. L'an dernier, le CRAN a signé la Caisse de dépôt et de consignation pour demander réparation et le remboursement de la somme payée par Haïti. Là-dessus, Marcel Dorigny, qui fait partie du comité, enfin il me semblait, qui faisait partie du comité pour la défense de l'honneur des descendants des victimes, vient en Guadeloupe et dit mais tout ça c'est de l'antiquité parce que le gouvernement Haïti a réglé totalement la solde en 1883. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. Et ça prouve que le journaliste de Radio Guadeloupe qui l'a interviewé est un culte. Parce qu'il aurait dû lui dire, vous voyez, que Haïti était la perle des Antilles, un chiffre d'affaires qui dépasse l'entendement. Révolution en 1791 et qui se poursuit partout dans le pays avec Toussaint et Dessalines, il proclame finalement l'indépendance en 1804. Qu'est-ce qui se passe après? Charles X fait descendre le général Marco, vous voyez, non mais c'est vrai, le baron de Marco, il est porteur donc d'une assignation de paiement d'une indemnité aux colons de 150 millions de francs or. Et il se fait à cela, mais il faut comprendre la chose parce que ça dépasse l'entendement, escorté de 14 vaisseaux de guerre armés de 528 canons. Vous voyez l'affaire? Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Haïti se retrouve du jour au lendemain obligé de payer cette somme. Ils n'ont pas l'argent en caisse puisqu'ils sortent d'un blocus. C'est 20 ans après les indépendances. Donc ils sortent d'un blocus. Et les Français exigent 5 versements de 30 millions majorés de 6%, vous voyez, avec une remise de 50% sur les droits de douane des bateaux français qui viendront en Haïti. Donc à partir de là,
comme les Français voient eux-mêmes que les caisses d'Haïti sont problématiques, ils font un emprunt à leur propre banque, qui est la banque Lafite, de 30 millions. Donc 30 millions de francs or, vous voyez, remboursable en 25 ans. Le résultat, c'est que Haïti ne perçoit que 24 millions et il faut verser 6 millions pour faire les 30. Donc c'est comme ça que le problème commence. Résultat, avec les intérêts, les agios, les indemnités de retard, tout ce truc-là, sur la première annuité de 30 millions, Haïti va payer 81 millions. Et là, il s'engage dans un processus de 125 ans. Résultat des courses, c'est une double peine. Il faut rembourser la dette des colons, mais il faut rembourser les banques avec les agios bancaires, puisqu'on paye les colons par des emprunts bancaires. Donc, ça veut dire quoi? Pour vous expliquer les choses très, très simplement, la France va exiger des denrées dont elle contrôle les cours. Donc, et comme par hasard, comme par magie, tous les cours vont chuter. Donc tu produis la même quantité de matières premières, de denrées, et tu récoltes d'année en année un prix moins important que l'année précédente. Donc vous comprenez que le processus devient un peu compliqué. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après Charles X, vous avez Louis-Philippe qui redégocie à 90 millions la dette totale. Haïti paye effectivement la dette totale en 1983, mais restent les échéances bancaires. Et les agios bancaires sont plus élevés que la dette elle-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 1972 que Haïti a fini de payer la dette en réalité, avec le concours de tout le monde. Donc, vous voyez que le mécanisme, c'est quoi? On a coupé la tête de Louis XVI. On n'a pas coupé la tête de la dette haïtienne. Ensuite, quand la France a aboli l'esclavage en 1794, elle a indemnisé les colons? Non, elle n'a pas indemnisé les colons. C'est pour ça que les Haïtiens disent qu'ils n'avaient pas à payer cette dette, puisque c'est la France même qui a aboli l'esclavage sans indemniser les colons. Vous voyez l'affaire? Donc tout ça, c'est nauséabond. Et franchement, on a une chance extraordinaire aujourd'hui, c'est de montrer à ceux qui se disent défenseurs des droits de l'homme, de tout ça, qu'en réalité, ils ne sont pas sortis de la latrine. Parce que, en fait, le problème de fond, tu peux décréter tout ce que tu veux, mais il faut pouvoir le démontrer scientifiquement. C'est ça le problème de fond. Et nous disons que tu n'es rien. C'est-à-dire que tu es le problème de l'humanité. Aujourd'hui, ce montant représente plus de 21 milliards. Vous vous rendez compte? De dollars à rembourser en Haïti. On va terminer avec la problématique de la loi du 30 avril 1849. Moi, je vis dans un pays où on fait croire à tout le monde que le problème a été réglé en 1848, le 27 avril, quand on a fait le décret, ou le 27 mai, quand on a fighté contre les gars et qu'on les a vaincus. Eh, vous savez que l'affaire est plus compliquée que ça. Parce que le problème de fond, avant, à l'époque où toute l'économie marchait, vous aviez des familles nantaises bordelaises et des intermédiaires qui finançaient les colons ici, parce qu'il n'y avait pas de banque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, à partir du moment où il y a eu révolte en Guadeloupe et en Martinique, ça a créé un niveau d'incertitude qui fait que quoi? Ce niveau d'incertitude fait que les partenaires financiers des colons ne marchent plus, en disant on ne peut pas mettre notre argent dans un système où on ne sait pas où on va. Donc, le résultat des courses, comme l'État même traîne à régler le problème de l'indemnité, ça crée des incertitudes telles que ça devient la crise économique. Dans cette crise économique, le seul garant d'un lendemain meilleur, c'est le titre de propriété d'un esclave. Mais comme les petits blancs commencent à voir les choses venir vraiment très compliquées pour eux, eh ben, les grands propriétaires vont commencer à faire courir des rumeurs, comme les gens qui disent qu'on a barré la Sarah et qu'il nous faut faire la queue l'autre jour, en nous faisant croire qu'on a barré la Sarah, comme quoi ça marche. Bon. Donc du coup, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur titre de propriété aux grands planteurs, qui vont finalement, avec l'indemnité, se retrouver plus riches qu'ils étaient au départ. Vous voyez? Bon, comme quoi, Total a compris l'affaire, comment ça fonctionne. Donc à partir de là... Non mais attendez, c'est des remakes, des resketchs, des je te le rejoue, je change juste la musique, mais le scénario est le même. Hein. Bon, donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'État est obligé d'intervenir. Parce que tout le monde dit quoi? Que si en 1794, il y avait eu le problème de l'indemnité des colons, le problème aurait pu être réglé. Mais comme les colons n'ont pas été indemnisés, tout le monde a pris parti pour Napoléon Bonaparte avec le projet de rétablir l'esclavage. Donc de récupérer, en fait,
les moyens de production financière qu'ils avaient perdus. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de symbiose qui a fait que le projet napoléonien a marché. Même dans l'illégalité la plus totale, mais il n'en demeure pas moins que la machine elle est repartie avec l'armée qui impose aux gens donc de faire ça. Donc le résultat des courses, le texte que personne n'a jamais vu, c'est celui-là. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est le texte du dédommagement des colons, la loi du 30 avril 1849. C'est quelque chose qui n'existe pas. Vous cherchez ça sur Internet, vous ne le trouverez pas. Vous voyez? Alors, où je l'ai eu? Bon, je vais vous dire qui je l'ai eu. C'est monsieur, non, je vais vous dire, c'est monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, à l'époque de Laurent Gbagbo, donc qui m'a permis d'avoir le document. Parce qu'il m'a dit, il y a une partie de votre histoire que vous ne connaissez pas, mais comme c'est le même texte qui a créé les banques centrales en Afrique. Vous voyez? Puisque ce texte-là a créé les banques ici, mais il a aussi créé les banques en Afrique. Donc c'est pour ça que, comme ils avaient le texte en Afrique, eh ben, il m'a donné une copie et c'est comme ça que j'ai pu avoir le texte. Alors, chose importante, regardez ça parce que ça vous permet de comprendre la puissance des colons. Dans un premier temps, l'État français leur dit, on va vous donner 6 millions de francs et vous allez prendre, donc il y a 50% qui va aller pour vous et 50% qui ira pour créer le capital des prochaines banques et les comptoirs coloniaux, y compris en Afrique. Les gars, ils refusent. On leur fait une deuxième proposition. On leur donne 6 millions, vous voyez, de francs en espèces, 50% va dans leur poche, 50% va dans le capital des banques, et on crée encore une rente à 3%, dont l'intégralité, 100% ira dans leur poche. Les gars, ils refusent. Et on leur fait une autre proposition, les 6 millions de francs, 100% des 6 millions de francs va dans leur poche, et on crée encore une rente à 5%, et il y a 87% qui vont dans leur poche, et 12%, 12,5% affectés au capital des banques. C'est ça que les gars acceptent. Donc vous voyez que, quand on vient vous dire que oui, c'était l'esclavage, c'était pas quelque chose de rentable, c'était pas machin, vous voyez bien que c'est faux. Et vous voyez le pouvoir qu'avaient déjà les gars à l'époque. Alors vous m'étonnez que le gars rentre à l'Élysée sans montrer sa carte d'identité, il rentrait déjà là-bas sans montrer la carte. Bon. Donc tout ça pour montrer que quoi? Pour rentrer techniquement dans le débat, vous voyez que sur le plan de l'indemnité, en Martinique, vous avez 74 447 esclaves. En Guadeloupe, vous avez 87 087. Donc, par rapport au nombre d'esclaves, ça crée l'indemnité. Vous voyez, par exemple, pour la Guadeloupe, c'est 1 947 164 et des poussières. Mais comme vous avez, vous voyez, la rente à 5%, c'est-à-dire que le colon a 2 fois le même montant. Vous voyez l'affaire? Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur le deuxième montant, il doit prendre 12% pour monter le capital des banques qu'il y aura en Guadeloupe. Donc c'est-à-dire qu'après la loi du 30 avril 1849, c'est ça, on voit arriver les premières banques ici. Mais qui possède la banque? Le même qui possède la plantation. Donc ça veut dire que le gars, il a la possibilité de se dédommager finalement chaque année. Puisqu'il peut faire des emprunts, choisir le taux dans son emprunt lui-même, dire que Carrefour et Leclerc baissent les prix. Quand Carrefour appartient à la même personne qui possède Leclerc, c'est comme impuissant de baisser les prix par rapport à Leclerc. Bref. Donc toujours est-il que ramener à la valeur de l'argent d'aujourd'hui, ça représente près de milliards. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que vous voyez, la part des esclaves en Guadeloupe représenterait 35% du total d'esclaves possédés par l'État français, par les colons. En Martinique, ça représentait 29,98, donc disons 30%. Mais surtout, à La Réunion, on était à 24,42. Mais ce qui est particulier, vous voyez, c'est que La Réunion, qui a moins d'esclaves, a une dotation supérieure par rapport à la Guadeloupe. Vous voyez? C'est-à-dire que si je prends La Réunion ici, vous voyez, j'ai 2 millions et la Guadeloupe a 1 900 000. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que le montant du titre a été, si vous voulez, non, c'est-à-dire que chaque colonie avait son montant. Et il y avait des colonies où le montant était supérieur par rapport à d'autres colonies. Donc c'est pour ça qu'au total, vous avez des colonies, bien qu'ils aient moins d'esclaves, mais l'indemnité a été plus importante. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'il n'y a même pas eu une moyenne pondérée du prix, c'est pour vous dire la puissance que les gars ils avaient quand même à cette époque-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, je dirais, pour terminer avec la partie schéma? Vous savez, moi, je vous dirais une chose qui est extraordinaire. Il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que, vous savez, moi, sincèrement, quand je suis en Afrique, je dis aux frères
qu'un pacte colonial, signer un pacte colonial dans les années 60, c'est une connerie. Parce que vous signez un pacte avec les connaissances de l'époque. Mais vous voyez bien, vous achetez un ordinateur aujourd'hui, 3 mois après, il est déjà obsolète. Ce qui veut dire que, avec ce que nous avons dans l'environnement, un bon laboratoire a la possibilité de nous donner la molécule totale d'une plante. La molécule totale, par exemple, du manioc, pour faire la tchéké et compagnie, ce que nous avons fait. Et on découvre que, non seulement il y a des vertus dans l'industrie, mais il y a aussi des vertus dans le champ de l'alimentaire. Donc, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui riches, je ne dis pas riches, je dis extrêmement riches, par la biodiversité que nous avons. Et je ne parle même pas du sous-sol, puisque Dieu, quand il a distribué les richesses, il nous a donné 100% des mines de diamants, 100% des mines de thorium et compagnie. Et comme je dis toujours aux Européens, j'ai jamais vu une mine prendre sa valise et dire je pars en Amérique. Bon, toutes les mines sont chez nous, ce qui veut dire que depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais été pauvres. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne sera jamais pauvre tout autant qu'il y aura des noirs sur cette planète parce que Dieu a dit cela, ils ne seront pas pauvres. Je leur donne la totale. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a des braqueurs de banque qui sont venus avec des ecclésiastes pour braquer nos consciences, puisque c'est le code noir et la Bible. Le gars, il dit, bon, je braque sa banque, toi, tu braques son cerveau, et puis on va fonctionner. Et le braquage fonctionne, puisque entre voleurs, on se comprend. Donc, la chose qui se passe, c'est que quoi? C'est que si vous arriviez à intégrer 2 choses, on n'est pas compliqué, on vous demande juste 2 choses. Ça emmerde tellement le blanc qu'on aille demander les réparations que vraiment emmerdons-le. Non, emmerdons-le. Sincèrement, non, faisons-le chier même la totale. Vous comprenez ça? C'est-à-dire les histoires de ceux qui disent que est-ce qu'il faut pas, je dis, le blanc, faut l'emmerder. Parce qu'il nous casse les pieds, c'est mariage gay, c'est toutes sortes de trucs, nous on est fatigués. Vous voyez ce que je veux dire par là? Non, il faut dire les choses, nous on est fatigués. Parce qu'on attend mieux que ça pour les jeunes générations, de vrais projets de société, en leur permettant de savoir clairement où on va. Mais aujourd'hui, les discussions sont des discussions de bas niveau. La deuxième chose qui est importante, c'est que nous sommes riches. Nous sommes riches par la biodiversité que nous avons. Nous sommes riches par toutes ces plantes médicinales. Nous sommes riches par ces fruits. Nous sommes riches par un sol qui nous donne chaque année des fruits merveilleux. La mer que nous avons, la rivière que nous avons, nous sommes riches. Regardez comment, quand il y a les championnats du monde, quand il faut faire les Jeux Olympiques, le nombre de médailles d'or que la Caraïbe ramène. Vous pensez que c'est seulement dans les Jeux Olympiques que nous sommes aussi riches? Nous sommes riches dans beaucoup de domaines. Même nos jeunes ce sont des cerveaux extraordinaires dans tous les domaines. Mais la chose que je vous dis, c'est que cette richesse, elle n'existe qu'à une condition. Si on accepte ce que nous sommes. Nous sommes des Africains. Vous comprenez ça? Si nous acceptons ça, nous sommes riches. Et je voulais juste, oui, tout à fait, moi j'ai terminé. J'ai 5 minutes. Moi, je voulais avoir l'opportunité de donner au frère Henri Joseph, parce que c'est vrai que je le cite souvent, qui est là, l'occasion, je vous dis ça, j'ai la chair de poule, l'occasion vraiment de vous expliquer que lorsqu'on envoie nos enfants étudier au Canada ou au Québec ou dans ces régions-là, la biodiversité de ces régions ne correspond pas à notre biodiversité. Il faudrait les envoyer dans des pays où il y a la même biodiversité que la nôtre, pour qu'ils puissent voir ce que les autres pays font avec le coco, ce qu'ils font avec le corosol, avec la pomme cannelle, avec l'igname, le fouillap, avec tout ça. Il y a des choses extraordinaires que je montre aux gens sur YouTube, ce que les autres peuples font avec ce que nous avons, dont nous ne voyons pas la valeur. Mais les autres connaissent déjà la valeur, y compris sur le plan médicinal. Ce ne sont pas des trucs qui te donnent ni le cholestérol, ni le diabète, ni le cancer. Mais pourquoi voulons-nous imiter l'autre à ce point, alors que l'autre ne cherche pas à nous imiter? Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, moi je vous dis, nous devons accepter de fonder notre économie et de fonder nos formations, c'est-à-dire nos centres de formation, sur la base de ce que nous avons, TPI, BISAP, toutes ces choses-là que nous avons chez nous, toutes ces tisanes, toutes ces plantes, bois d'Inde et compagnie. Des choses extraordinaires, avec des effets extraordinaires. Et quand on voit
le marché du mal de dos, le marché de l'asthme, le marché de toutes ces choses-là, et que nous voyons que nous avons des plantes qui nous permettent de régler ça, eh bien, je pense que c'est important. Parce que je vous dirais une chose, c'est que nous devons avoir un projet de civilisation. Notre projet de civilisation. Parce que vous savez quoi? Si on n'a pas notre projet de civilisation, on ira toujours dépenser notre argent dans la civilisation des autres. Et on sera toujours appauvri. Mais si on a notre projet de civilisation, si nous sommes conscients de la valeur de ce que nous représentons pour l'avenir, si nous comprenons que nous devons manger ce que nous avons planté, que ce n'est pas une plaisanterie, on ne joue pas le match de l'économie à l'extérieur. C'est un match qu'on ne joue pas à l'extérieur. Et quand c'est l'anniversaire de vos enfants, bon sang, arrêtez de leur acheter du Coca-Cola et toutes ces histoires de la mondialisation. Donnez-leur des choses locales pour les habituer au goût, pour les habituer à ce que nous avons. Les gens savent faire des gâteaux. Avec tout ce qu'on fait de la farine de fouillapé, on fait des gâteaux avec. Arrêtez d'acheter la mondialisation, d'envoyer toujours vos enfants à Washington quand c'est leur anniversaire ou quand c'est leur baptême. Il faut commencer à comprendre que la démarche de la vision, elle est importante. Il faut avoir la bonne vision. L'univers est en conflit, mais l'univers a réussi à instaurer l'ordre, ce qui a permis à la vie de commencer à exister. Je vous dis une chose, nous avons la capacité d'instaurer l'ordre, il suffit de le décider. Voilà. Donc, je voulais passer juste 3 minutes, au professeur Henri Joseph. 3 petites... Ouais, voilà, excellent.